Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, je vais sacrifier quelques précieuses secondes, mais je ne peux pas ne pas le faire pour remercier l'Académie royale du Maroc pour cette invitation et cette fondation pour cette organisation impeccable de nos travaux. Je suis très sensible à tout cela. Donc, il me revient de parler de Senghor, l'humaniste et le poète. Quelque chose d'extrêmement difficile. En vérité, ce sont deux communications et j'aurais dû bénéficier de 40 minutes au moins. Mais bon, on va faire avec. Je voudrais commencer par deux choses. Je regrette de n'avoir pas eu, au moment où je préparais ma communication, cette belle phrase que j'ai piquée ce matin. La communication de notre collègue, le professeur Mehdi Khotbi, président de la Fondation des musées, qui a dit que Senghor jetait sur l'humain un regard apaisé et apaisant. C'est une excellente définition de la position humaniste de Senghor. Par ailleurs, je voudrais dire que je suis encore dépendant, comme nous tous, mais pour très peu de temps, je l'espère, Inch'Allah, d'un référentiel étranger à notre Afrique du fait de notre formation universitaire actuelle. Jugerai donc, pour présenter Senghor, d'un personnage de la mythologie grecque, n'est-ce pas, pour dire que celui que nous célébrons aujourd'hui est une véritable figure de Protée. Tous, vous savez que Protée est ce fils de Zeus, je présume, qui avait la possibilité de se transformer en quelque personne qu'il voulait. Il avait donc plusieurs personnalités, plusieurs visages, et c'est un peu cela, Senghor. Alors, pour présenter ce Senghor, donc, qui a plusieurs visages, puisqu'il était professeur, poète, parlementaire, homme politique, théoricien de l'art, académicien, et j'en passe, eh bien, je crois que lui-même aurait choisi, si on lui avait demandé d'être deux figures seulement, il aurait choisi d'être poète et d'être humaniste. Pour présenter l'humanisme senghorien, puisque je commence par là, je dirais que Senghor a écrit lui-même beaucoup à propos de l'humanisme, mais je citerai d'abord un proverbe de chez nous, un proverbe wolof, que Senghor d'ailleurs a mis en épigraphe à la revue éthiopique quand il l'a fondée. Ce proverbe dit « Nit nitei garabam ». Cela signifie en français « L'homme a pour véritable remède l'homme ». Il n'y a que l'homme qui puisse être le remède aux maux de l'homme. Déjà, vous voyez, c'est tout un programme qu'il emprunte à la tradition. Alors, il a écrit aussi beaucoup de choses sur lesquelles je ne vais pas trop m'étendre, puisque le temps nous est compté. Simplement, il fallait définir la civilisation, l'humanisme, et pour définir l'humanisme, je retiendrai simplement ceci d'un auteur, Léon Macasse, qui définit l'humanisme dans un ouvrage, n'est-ce pas, Humanisme contemporain, à Paris, aux Belles Lettres, en 1966, ceci. Il est peu de notions aussi riches et aussi substantielles que celles de l'humanisme. Par son étymologie et plus souvent par son application, il s'identifie à tout ce qui émane de l'homme, à tout ce qui concerne l'homme et l'humanité. Alors, il y a différentes définitions, encore une fois, mais en résumé, on retiendra ceci. L'humanisme, je peux déduire que la pensée de Senghor est un humanisme puisqu'elle vise des buts exactement superposables à la définition de l'humanisme européen. L'humanisme, la pensée de Senghor, a pour objet l'homme, non seulement l'homme africain ou l'homme noir, mais l'homme universel, puisque le blanc est lui aussi
aliéné par son propre savoir, sa propre perception du monde et de la place de l'homme dans le monde et dans l'histoire. Il s'agit donc de libérer les dominés et par contre-coup les dominateurs et de rendre les uns et les autres à leur mission première qui est l'amour des hommes et le progrès de l'humanité. L'humanisme senghorien repose sur un retour aux sources, non plus seulement grecques et latines comme au temps de l'humanisme européen, mais aussi et surtout aux sources africaines, égyptiennes, méditerranéennes, pré-helléniques, indiennes, mésopotamiennes, etc. Et il s'agit aussi de favoriser l'avènement d'une civilisation qui soit non pas une civilisation universelle, mais une civilisation de l'universel. Et la proposition est extrêmement importante puisqu'il s'agit de la contribution de chaque partie de cette universelle. Faites de la meilleure part des apports de chacun. Et ça, il écrit, la civilisation de l'universel sera l'œuvre commune de toutes les races, de toutes les civilisations différentes, ou ne sera pas. Alors, donc, dans ses écrits théoriques, comme dans sa poésie, il revient souvent sur l'humanisme. Je donne quelques rapides illustrations. Il dit aussi dans un discours à l'université Louvain de Kinshasa en 1969, encore une fois, l'humanisme du XXe siècle est au rendez-vous du donner et du recevoir. C'est dans cette seule mesure qu'il sera la civilisation de l'universel. Et encore, dans un autre ouvrage, dans un texte de Liberté 1, page 286, il dit « L'homme doit être au centre de nos préoccupations. On ne bâtit pas un État moderne pour le plaisir de bâtir. L'action n'est pas une fin en soi. Il s'agit en définitive de faire l'homme noir dans une humanité en marche vers sa réalisation totale dans le temps et l'espace. » Donc, on voit que l'humanisme est vraiment une préoccupation constante de Senghor. Et dans ses œuvres, on découvre une volonté pédagogique de convaincre ses lecteurs et de leur faire accepter ses croyances et sa foi en l'homme et en la capacité du genre humain de progresser vers ce qui se parachèvera par ce qu'il appelle, à la suite de son maître Pierre Teilhard de Chardin, la civilisation de l'universel. Dans, par exemple, l'introduction de Liberté 1, il écrit « De fait, depuis mes années du quartier latin, je n'ai eu souci que de ces quatre idées, qui ont tourné jusqu'à l'obsession. » Quelles quatre idées? Négritude, humanisme, nation, socialisme. Elles expliquent ma vie et mon œuvre, même quand je traite de la poésie française du XVIe siècle. Fin de citation. Un exemple encore, l'index de l'ouvrage Liberté 3, intitulé « Négritude et civilisation de l'universel », eh bien, laisse entrevoir le nombre effarant d'occurrences du terme humanisme dans l'œuvre théorique de Senghor. En effet, selon l'auteur Bossio, auteur du index, donc, le mot revient 47 fois. Et il y a les corrélats comme technologie, socialisme, métissage, unité, intégration, histoire, fraternité, dialogue, développement, culture, civilisation, communauté, etc. On voit nettement en quelle estime Senghor tient l'universalisme et l'humanisme. Et dans le dernier volume de la série des libertés, le Liberté 5, donc, cet ouvrage est tout entier dévolu à ce qu'il appelle l'humanisme, au dialogue des cultures, à travers une des modalités que Senghor assigne à celle-ci, d'être le cadre et le promoteur du dialogue des cultures. Pour que les cultures puissent dialoguer, estime Senghor, il faut d'abord qu'elles se connaissent elles-mêmes et dans leurs composantes les plus infimes ou les plus particulières pour mettre fin au mépris culturel. Aussi, dans sa conférence à l'université de Tübingen en 1983, intitulée « Le dialogue des cultures », il écrit ceci. « C'est un fait mondial, toutes les cultures et tous les continents
race et nation sont aujourd'hui des cultures de symbiose. À ce vaste dialogue qui se fait à l'échelle de l'univers, de l'universel, tous les continents ont contribué, du plus vieux, l'Afrique, au plus jeune, l'Amérique. Le problème majeur aujourd'hui pour l'humanité, c'est que chaque continent, race ou nation, chaque homme ou femme prenne enfin conscience de cette révolution culturelle que surtout, enterrant le mépris culturel, il y apporte son active contribution. C'est bien là donc le cœur même de l'humanisme tel que Senghor le conçoit, une action concertée en vue de l'édification commune d'un monde nouveau où la différence ne sera plus cause d'exclusion ou de rejet. On peut tenter donc de dégager quelques idées fortes, quelques concepts clés de l'humanisme senghorien à travers les écrits ci-dessus évoqués. Je ne donne que les intitulés: l'homme, la société, les valeurs, le dialogue des cultures, les apports des Noirs à la civilisation de l'universel à découvrir, revaloriser et formaliser, le combat pour l'universalisme ou la nouvelle renaissance, le dialogue des spécialités et des cultures, échange et dialogue des idées, complémentarité, convergence et dialectique, le métissage culturel, l'hybridation linguistique, artistique, le socialisme universaliste, instrument de la totalisation humaine. Donc le message humaniste de Senghor est multiforme et fort ancien. Le poète et l'homme politique l'ont de concert dit et redit sur près de 60 ans d'une vie tout entière vouée au combat pour le triomphe d'idées généreuses, parfois même utopistes. Et l'on ne peut qu'admirer la justesse de la prescience avec laquelle Senghor annonçait à tout venant que l'aveuglement des hommes risquait d'entraîner l'humanité dans des voies sans issue, dans des impasses, sources de régression. Senghor, pour un jeune chercheur africain appelé Atondi Momondjo du Congo-Brazza, dans un ouvrage intitulé « Le siècle Senghor », Senghor, écrit-il, est un humaniste qui se lève pour combattre l'occidentalisation exclusive et totale du monde. Des événements en cours donnent donc raison à cet auteur qui en appelle à Serge Latouche dans l'occidentalisation du monde et à son concept de méga-machine, monde capitaliste dominé par la banque, la finance, la dérégulation, le libéralisme échevelé. Et Momundio écrit ceci: l'efficience du monde capitaliste promise foi en soi, promue foi en soi, est devenue autodestructrice et a fait de la machine une machine infernale puisqu'elle échappe au contrôle de ses concepteurs et de ses constructeurs. Ce phénomène de la méga-machine ne connaît pas une régulation politique et même l'impasse, arrive à l'impasse. Cette dérive du monde qu'entrevoit Senghor appelle de l'humanité entière, utilisatrice de la technologie et de la science, une prise de conscience, voire une solution novatrice. Et je passe donc à Momondjo qui conclut: à l'image des humanistes tel Montaigne, il s'est senti interpellé et il a pris position, non pour déplaire, mais pour servir. C'est un humaniste et sa démarche est confirmée et conforme à la tradition des grands seigneurs. Senghor écrit pour aider le monde et nous soigner de notre désespérance afin de surmonter les drames quotidiens. Senghor est un grand humaniste et un visionnaire. Nous avons besoin de son utopie pour éclairer la route de l'internationale fraternité. Cette utopie est la mère du progrès. Fin de citation. Et c'est un jeune chercheur qui donc montre combien les Africains se sont réconciliés avec Senghor quand il a quitté le pouvoir. Je suis obligé de m'en tenir là pour ce qui concerne l'humanisme. J'allais parler de la poésie, bien sûr, mais mon collègue et ami Racine Senghor l'a fait en des termes si brillants que je ne peux que passer très rapidement concernant l'œuvre poétique.
je vous ferai grâce de toutes mes notes sur la poésie, parce que c'est beaucoup, il y en a beaucoup, mais je vous dirai simplement quelques mots concernant, donc, disons, l'utilisation qu'il fait de la langue française. Senghor a une attitude relativement violente vis-à-vis de la langue française, mais moins violente que d'autres, qu'on pense à Césaire et dans un autre genre à Ahmadou Kourouma dans Les Soleils des Indépendances. Il ne se livre pas réellement, en tout cas pas souvent, à cette défrancisation du français, encore appelée déterritorialisation, à cette déstructuration, restructuration de la langue de Boileau dont on a parlé. Il s'installe dans la logique même du langage poétique français en s'autorisant souvent quelques licences poétiques. Il y a des velléités de détournement de sens, de détournement sémantique. À titre d'exemple, les adjectifs de couleur qui s'appliquent à l'homme, pour lui, le blanc et le noir principalement, ne recouvrent pas le même champ sémantique qu'en français hexagonal. Chez Senghor, le noir signifie le beau, etc., alors que le blanc signifie la mort, la contrainte. Et dans sa poésie, les mots recouvrent souvent une réalité, un ensemble vivant de sens et de faits culturels que le mot français ne recouvre que très imparfaitement. Par exemple, dans Austin Noir, la nomination de Mbaye Diop, d'Eboué, de Diallo ou de général de Gaulle signifie bien plus que ne le pourrait soupçonner un lecteur non averti. Il y a la référence à tout un bestiaire emprunté au conte et qui est chargé de symboles esthétiques et moraux. Il y a encore le langage ésotérique de l'initiation, le mythe, l'histoire. Mais pour l'essentiel, et hormis les audaces syntaxiques, encore une fois, sans lesquelles justement il n'y a pas de vraie poésie, Senghor est un sage usager de la langue française. On aurait pu parler du rythme chez Senghor, d'après Paul Claudel, ce refus donc de cette rupture avec le vers français, surtout l'alexandrin, n'est-ce pas? Vous parliez tout à l'heure d'objets inanimés, avez-vous donc une âme, Milly ou la terre natale? Pourquoi le prononcer ce nom de la patrie? Dans son brillant exil, mon cœur en a frémi, il résonne de loin dans mon âme attendrie, comme les pas connus ou la voix d'un ami. Vous voyez ce rythme, ce balancement, c'est ce que Senghor a refusé après Paul Claudel, après d'autres. J'aurais pu vous parler des recueils, Austin Noir, éthiopique, etc. Mais je vous en fais grâce, nous avons très bien déjeuné et la digestion est lourde. Aussi, je vais aller tout de suite à la conclusion. Mon texte, évidemment, sera à la disposition, bien sûr, des organisateurs. Alors, en conclusion, à mes égards, Léopold Sédar Senghor a été un des grands hommes du XXe siècle. Né dans un obscur village d'un petit pays colonisé et sans grandes ressources matérielles, cet homme a pu, par le seul ressort d'une volonté inflexible, se hisser au plus haut niveau auquel un être humain puisse aspirer. Et il y a cette anecdote de l'actuel secrétaire général du Parti socialiste du Sénégal, parti de Senghor, Ousmane Tanor Dieng, qui a dit un jour dans une conférence, et je l'ai retenu, il essayait d'expliquer à un Américain quel était son pays où se trouvait le Sénégal. Il a donné tellement d'explications, l'Américain lui a dit « Mais vous auriez pu me dire qu'il s'agit du pays de Senghor, c'était plus simple. » Donc, n'est-ce pas? Homme politique, penseur et poète, militant d'une fraternité qui transcende toutes les appartenances, tous les particularismes, mais sans les nier et même en les vivant pleinement, Senghor est parti après avoir accompli une œuvre remarquable. Chef d'État de son pays, il a créé une nation fière d'elle-même, faite de pièces rapportées, mais animée d'un même idéal, d'une même foi. Il l'a dotée d'une administration efficace et d'une intelligentsia bien formée et libre d'esprit. Nombre de pays du continent, du reste, ont longtemps envié au Sénégal et l'une ou l'autre de ces entités. Surtout, et peut-être mieux que cela, il a laissé en héritage à son peuple et au peuple de la terre une œuvre poétique qui continuera tant son contenu, pour ne rien dire de sa forme, est chargé d'idées, de pensées qui seront d'un grand secours aux générations futures. Au nombre de celles-ci figure en bonne place l'expression d'un humanisme forgé au coin du bon sens et qui en appelle
à ce que les hommes, partout sur la terre, ont de meilleurs, de plus nobles, de plus généreux, de plus en adéquation avec ce que la transcendance elle-même recommande à ceux des humains qui aspirent à vivre en paix et espèrent rejoindre son royaume céleste. Senghor est mort, certes, mais un fameux poème de son compatriote Birago Diop affirme que les morts ne sont pas morts, les morts ne sont pas partis. Eh bien, dans son cas, on ne le cherchera dans aucun souffle de la nature, mais bien dans son œuvre et dans ses idées. Et longtemps, tant qu'il y aura des Africains et plus largement des hommes, on s'inspirera de lui, on parlera de lui et on le célébrera. Cette magnifique et généreuse journée d'hommage en est un exemple remarquable. Merci donc à l'Académie royale du Maroc, merci à la Fondation et par-delà elle, aux autorités et au peuple marocain. Et merci à vous, mesdames et messieurs, pour votre aimable attention.